le monopole est une firme en place et l'entrant est un concurrent potentiel qui viendrait concurrencer le monopole. Le jeu se déroule de la manière suivante. Au nœud initial, l'entrant décide d'entrer ou de ne pas entrer. S'il n'entre pas, le monopole reste en situation de monopole et le gain est 0 pour la firme qui n'est pas entrée et 3 pour le monopole en place. Si la firme entrante entre, le monopole a deux possibilités. Première possibilité, il adopte une attitude agressive et donc il ne cède pas à cette entrée. Dans le cas où il adopte une attitude agressive, les gains sont -1 pour la firme entrante et 0 pour le monopole. Ou bien il cède, il adopte une attitude laxiste, auquel cas les gains seront de 1 pour la firme entrante et 2 pour le monopole. Lorsque je dis que le monopole adopte une attitude agressive ou au contraire laxiste, ça peut par exemple être une politique de prix faible ou fort. On remarquera que les gains sont toujours écrits dans l'ordre du premier joueur qui entre dans le jeu, ici l'entrant. Donc vous avez ici le gain du joueur E, suivi du gain du deuxième joueur qui entre dans le jeu, c'est-à-dire dans ce jeu-là, le monopole. On vous demande de résoudre ce jeu en utilisant le principe de récurrence à rebours. Un deuxième jeu est tout simplement la reprise du jeu précédent, mais cette fois en inversant l'ordre. Le monopole joue en premier, cette fois, et du coup les gains sont inversés, c'est-à-dire que vous avez le gain du monopole qui apparaîtra en premier et le gain de la firme entrante qui apparaîtra en second. Le monopole donc joue en premier et il peut choisir d'avoir une attitude agressive ou une attitude laxiste. Dans l'hypothèse où il a une politique de prix, par exemple, laxiste, et donc il applique des prix relativement élevés, on suit cette branche et la firme peut décider d'entrer ou de ne pas entrer pour concurrencer le monopole. Si elle entre, les gains seront 2 pour le monopole et 1 pour le nouveau concurrent. Si le concurrent potentiel n'entre pas, les gains sont 3 pour le monopole, qui reste dans sa situation de monopole, et 0 pour la firme qui n'est pas entrée. Dans l'hypothèse où le monopole a une attitude agressive, par exemple en pratiquant des prix faibles, la firme peut décider d'entrer ou de ne pas entrer. Si elle entre, le monopole aura un profit de 0 et le nouveau concurrent aura un profit de -1. Si elle n'entre pas, le monopole reste en situation de monopole et les gains sont 3 pour le monopole et 0 pour la firme entrante. Il s'agit ici de résoudre ce jeu par récurrence à rebours. Il sera bien entendu intéressant de voir s'il existe une différence entre le jeu d'entrée 1 et le jeu d'entrée 2 en termes de solution et de stratégie d'équilibre. Cet exercice vous propose de travailler sur la correspondance entre la forme extensive sous la forme d'un arbre et la forme normale qui se présente comme une matrice des gains. Je vous demande donc de reprendre les deux jeux précédents, le jeu d'entrée 1 et le jeu d'entrée 2, et de les réécrire sous une forme stratégique qui serait équivalente au jeu. Il s'agit donc de coder les stratégies des joueurs et d'écrire la matrice des gains qui est associée
à ces différentes stratégies. On peut ensuite déterminer le ou les équilibres de Nash du jeu ainsi présenté sous forme d'une matrice des gains et comparer avec le résultat qu'on obtient lorsqu'on applique le principe de récurrence à rebours, c'est-à-dire comparer avec les équilibres parfaits en sous-jeu. Dans cet exercice numéro 3, je vous propose de résoudre un jeu assez connu qui s'appelle le jeu du mille pattes, qui a été présenté par un auteur du nom de Rosenthal. Dans ce jeu du mille pattes, les joueurs vont intervenir alternativement. Le joueur 1 intervient en premier, suivi du joueur 2. Ça continue, ainsi de suite, 1, 2, 1, 2, jusqu'à la fin du jeu dans lequel le joueur 1 intervient et le joueur 2 intervient. Il y a des étapes qui sont laissées implicites, mais que vous pourrez reconstituer par vous-même assez facilement en développant. Je vous explique ensuite comment fonctionne le jeu. Au départ, nous avons une cagnotte qui est composée de 2 pièces. Le joueur 1 intervient en premier et il a le choix entre D pour faire défection et A qui revient à poursuivre le jeu. S'il fait défection, on a une cagnotte qui est composée au départ de 2 pièces et cette cagnotte est répartie à raison de 1 pièce pour le joueur 1, 1 pièce pour le joueur 2. Remarquez que la règle s'applique toujours. En première position, vous avez le gain du joueur qui joue en premier dans l'arbre, c'est-à-dire le joueur 1. Et en deuxième position, vous avez le gain du joueur qui joue en deuxième dans l'arbre, c'est-à-dire le joueur 2. Si le joueur 1 joue A maintenant, voici ce qui se passe. La cagnotte est complétée par 1 pièce supplémentaire. Et c'est le tour du joueur 2 de jouer. À son tour, le joueur 2 a la possibilité de jouer D ou A. S'il joue D, il fait défaut, et donc la cagnotte est partagée. La règle de partage est la suivante. Il récupère 2 pièces de plus qu'au tour précédent, et le joueur 1 récupère ce qui reste. Par conséquent, il avait, le joueur 2, au tour précédent, 1 pièce, plus 2 pièces, ce qui fait un gain de 3 pour le joueur 2. Le joueur 1 récupère ce qui reste, c'est-à-dire 0, puisqu'il y a 3 pièces. On va calculer l'étape suivante, de manière à ce que vous puissiez reconstituer le jeu. À l'étape suivante, c'est à nouveau le joueur 1 qui joue, et qui a la possibilité soit de continuer le jeu, soit de faire défaut, en forçant le partage. S'il fait défaut, la règle est toujours la même. Le joueur 1 récupère 2 pièces de plus qu'au tour précédent. Il va donc avoir 0 plus 2. Et le joueur 2 récupère ce qui reste. Comme la cagnotte à nouveau a été complétée d'une pièce, on a désormais 4 pièces dans la cagnotte, et donc le joueur 2 se retrouve avec 4 pièces moins les 2 qui ont déjà été données au joueur 1, ce qui fait 2-2. Je vous laisse poursuivre. Au bout d'un certain nombre d'étapes, on va se retrouver avec une cagnotte composée de 18 pièces. Et on aura les partages suivants. On retrouve ensuite la règle. On peut déduire à nouveau l'application de la règle ici. Si le joueur 1 poursuit et qu'il joue A, c'est le joueur 2 qui joue. Il peut faire défaut. Dans ce cas, il obtient 2 pièces de plus qu'au tour d'avant, donc 9 plus 2. Et le joueur 1 obtient ce qui reste. Il y avait 18 pièces, plus une de plus. Il obtient donc 8 pièces pour atteindre 19 pièces. Comme le jeu s'arrête après, si le joueur 2 joue A,
la cagnotte est partagée toujours en suivant la même règle. Plus 2 pour le joueur 1, 10, c'est-à-dire 8 plus 2, et ce qui reste pour le joueur 2, c'est-à-dire la cagnotte avait 19 pièces, elle a désormais 20 pièces, il en reste 10 pour lui. Il s'agit donc de résoudre ce jeu du mille-pattes de Rosenthal en appliquant le principe de récurrence à rebours. Les 3 jeux suivants sont ce qu'on appelle des jeux de négociation. Je commence par cet exercice 4 dans lequel je présente le jeu de l'ultimatum, qui est un jeu de négociation un peu particulier, dans lequel, à la première étape, le joueur 1 décide de couper un gâteau d'une taille 1 en 2 parts. Une part x qu'il se destine et une part 1 moins x complémentaire qu'il propose à l'autre. Comme vous voyez, on retrouve la convention que j'ai utilisée. Il y a évidemment une infinité de partages possibles. C'est-à-dire que je peux couper en me proposant une taille de 0 jusqu'à une taille de 1 et en prenant toutes les valeurs intermédiaires. Pour la représentation de l'arbre, j'ai isolé donc une branche possible parmi une infinité de branches envisageables. Une fois qu'on a suivi l'une de ces branches, c'est le joueur 2 qui joue. Et le joueur 2 a le choix entre accepter ou refuser le partage qui a été proposé par 1 au premier tour. S'il accepte, le partage a lieu. Et donc, le gâteau qui a été coupé avec une part x que le joueur 1 se proposait pour lui-même et une part 1 moins x qu'il proposait pour l'autre, ce partage est mis en application. S'il refuse, par contre, il n'y a pas partage, le gâteau est détruit, et donc chacun se retire avec un gain de 0, 0. À nouveau, on retrouve cette règle qui veut que le gain qui apparaît en premier, c'est celui du joueur qui joue en premier, ici le joueur 1. Le gain qui apparaît en deuxième, c'est le gain du joueur qui joue en deuxième, et en l'occurrence ici, c'est le joueur 2. La solution de ce jeu s'obtient à nouveau par récurrence à rebours, avec une petite difficulté ici, qui vient du fait que le choix, la stratégie du joueur 1 au cours de la première étape du jeu est une variable continue qui peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Pour contourner cette difficulté, je vous propose par la suite, au moins dans une première étape, c'est-à-dire une première approche de la solution de ce jeu, de considérer simplement quelques valeurs particulières de x avant d'envisager la solution générale pour toute valeur de x entre 0 et 1. Le jeu numéro 5 est un jeu qui s'appelle Split and Choose, qu'on pourrait traduire par « je coupe et tu choisis ». Il ressemble de près au jeu précédent. À la première étape, le joueur 1 coupe le gâteau en faisant une part x et une part 1 moins x. La différence par rapport au jeu précédent, c'est que le joueur 1 choisissait la part qu'il se destinait. Il coupait une part x qui était pour lui, le reste étant destiné à l'autre joueur. Ici, au contraire, on va faire l'hypothèse qu'il ne peut pas se prédestiner de part et que c'est l'autre joueur qui choisira la part qu'il préfère. Remarquez également ici qu'on retrouve cette idée que x est en fait un nombre réel entre 0 et 1. Le joueur 1 peut décider tous les partages entre 0 et 1, ce qui se traduit par le fait qu'on a une infinité de flèches possibles, une infinité de stratégies possibles pour le joueur 1. Et je n'ai retenu ici, pour la construction du graphique,
qu'une seule flèche, un partage particulier. Une fois qu'on a suivi cette flèche, c'est le tour du joueur 2 en ce nœud. Et ici, son choix ne consiste pas à accepter un partage prédéfini par le joueur 1, mais ça consiste à choisir la part qu'il préfère. Il peut ainsi prendre la part 1-x, ou bien il peut prendre la part x. S'il prend la part 1-x, il va avoir un gain égal à 1-x, et l'autre part reviendra au joueur 1. S'il prend la part x, il va avoir un gain égal à x, et l'autre joueur aura un gain qui sera le reliquat 1-x. On retrouve toujours cette même règle. Le gain qui apparaît en premier, c'est le joueur 1 parce qu'il joue en premier. Le gain qui arrive en deuxième, c'est le gain du joueur 2 parce qu'il joue en deuxième. Pour résoudre ce jeu, on utilise toujours la récurrence à rebours. Simplement, il faut faire attention au fait que x est une variable continue entre 0 et 1, ce qui complique un peu les choses. Là encore, comme première approche, avant une solution générale, on peut envisager de prendre quelques valeurs de x et reconstruire l'arbre de manière simplifiée. Je présente maintenant un jeu de négociation assez complet dans lequel les joueurs alternent le rôle de proposant et de décideur. Donc c'est le jeu numéro 6. Le joueur 1 joue en premier ici. Il propose un partage X. C'est-à-dire, il propose de couper le gâteau en coupant une part X qu'il se destine. Je ne reviens pas sur le fait que X est à nouveau une variable continue qui peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1, et sur le fait que j'ai retenu ici une seule flèche, alors qu'en fait il existe une infinité de flèches, mais c'est la seule possibilité pour une représentation graphique. Le choix du joueur 1 étant fait, vient le tour du joueur 2, qui a la possibilité entre accepter le partage ou le refuser exactement de la même manière que dans le jeu de l'ultimatum. S'il accepte, le joueur 1 récupère la part qu'il se destinait et le joueur 2 obtient la part qui reste. Donc un gain de x 1-x. Par contre, s'il refuse, contrairement au jeu de l'ultimatum, où le jeu s'arrêtait avec un gain égal à 0,0 pour les deux joueurs, désormais, le jeu se poursuit. Et les rôles sont désormais inversés. C'est alors le joueur 2 qui reprend la main et qui devient proposant dans la négociation. Il va proposer un partage Y. Y étant la part qu'il se destine à lui. Il peut proposer une part Y prenant n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Et sur cette figure, j'ai mis en évidence un partage particulier sous la forme d'une flèche isolée. Une fois qu'il a fait cette proposition, le joueur 1 intervient à nouveau et peut accepter le partage proposé par le joueur 2 ou le refuser. S'il accepte, le joueur 2 récupère la part qu'il se destinait et le joueur 1 récupère le complément. S'il refuse, le jeu est terminé et le gâteau est détruit. Les joueurs repartent sans rien. On pourrait imaginer de poursuivre le jeu toujours sur le même principe, mais ici j'ai fait le choix de l'arrêter assez vite pour que la résolution soit relativement simple. Trouver la solution de ce jeu, ça consiste à appliquer le principe de récurrence à rebours, toujours avec cette même difficulté que à la fois x est une variable continue entre 0 et 1, et y est une variable continue entre 0 et 1. Ce qui, bien entendu, rend la solution un petit peu plus difficile à trouver. Mais là encore, on peut envisager de prendre des valeurs particulières.
Je vous propose d'ailleurs, pour les 3 exercices précédents, de prendre comme valeur particulière pour x et pour y 1 dixième, 1 demi et 9 dixièmes. Ça implique, dans l'arbre du jeu, que, par exemple ici, il n'y aura que 3 flèches possibles. Il y aura la flèche 1 dixième, la flèche 1 demi et la flèche 9 dixièmes. On peut donc relativement facilement dessiner l'arbre de manière exhaustive. Une fois que l'arbre est dessiné de manière exhaustive, il est simple à résoudre. On applique mécaniquement le principe de récurrence à rebours. Je vous invite donc à construire les arbres explicitement, il faut les dessiner explicitement, puis le résoudre par le principe de récurrence à rebours.